Donc, lorsque le prospect vous dit « Je ne suis pas sûr que cela fonctionnera pour moi », que répondre exactement? Là, c'est un prospect qui vous soulève une objection. Et cela signifie trois choses. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui pousse un prospect à vous dire « Ça ne fonctionnera pas pour moi » ou « Ce n'est pas fait pour moi ». Donc, qu'est-ce qui pousse un prospect à vous dire « C'est pas fait pour moi » ou « Ça ne fonctionnera pas pour moi ». C'est important pour vous de le comprendre. Pourquoi? Parce que là, c'est un prospect qui vous fait part d'une objection. Vous faites face à une objection et si vous ne comprenez pas pourquoi cette objection vous est jetée à la figure, vous n'allez pas pouvoir la traiter. On est d'accord jusque-là, hein? Donc, vous êtes désavantagé. Si vous ne savez pas pourquoi le prospect vous balance ça, vous êtes forcément désavantagé dans votre speech. Parce que lorsqu'on a une objection, c'est pas la réaction. Objection, tout de suite ce que le vendeur normal fait, il a une réaction. C'est pas la réaction qui vend. Lorsque vous avez une objection, c'est comment vous aider le prospect à surmonter la difficulté, parce que c'est une difficulté. À surmonter son problème. C'est comment vous aider le prospect à surmonter son problème qui vous emmène vers le deal. Et non une réaction. Donc, lorsque le prospect vous dit « Je ne suis pas sûr que ça soit fait pour moi », c'est pas de dire le tout grand risque, c'est de ne pas avoir de risque, de ne pas prendre de risque. Là, c'est une réaction, c'est pas une stratégie. Maintenant, pourquoi le prospect est incertain? Trois raisons. D'accord? Trois raisons importantes à savoir. Trois raisons qui créent l'incertitude chez le prospect. Alors, la première raison de son incertitude, c'est une incertitude à votre sujet, vous. Donc, il est peut-être incertain à votre sujet. Et quand on dit à votre sujet, c'est à votre capacité à tenir vos promesses. Ok, ce qu'il me dit, c'est bien beau, quoi. Mais qu'est-ce qu'il me dit qui pourra m'aider vraiment à faire ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il me dit qu'il est capable de tenir ses promesses? Donc, la première incertitude, c'est d'abord vous. Va-t-il tenir cette promesse? Donc, la première raison qui pousse le prospect à vous dire « Je suis pas sûr que c'est fait pour moi », derrière, c'est ce qu'il se demande, c'est « Celui que j'ai au téléphone, est-ce qu'il va vraiment m'aider à faire ce qu'il dit ?» La deuxième incertitude, ça concerne le produit. Ou votre service, soit le produit ou le service. Ou votre solution. Ils savent pas si votre solution fonctionnera vraiment pour eux. Donc, c'est est-ce que ta solution fonctionnera vraiment pour moi, ton offre? Deuxième incertitude. Et troisième incertitude, la plupart des consommateurs même n'en ont pas idée. Mais c'est des doutes sur eux-mêmes, le complexe d'infériorité. Moi, je suis là, juste devant vous, j'ai un problème de surpoids, je le sais, j'en suis consciente. C'est pas bon pour ma santé, je le sais. Il faut que je me rapproche de la quarantaine, il faut que je fasse quelque chose. Déjà pour moi-même, hein, pour ma santé, je le sais, j'en suis consciente. Je porte mon poids, je sais que c'est un problème, d'accord? Un vendeur vient me voir pour me proposer peut-être un coaching ou un accompagnement ou un programme de perte de poids. D'accord? Oui, bon, ils ont aidé des gens, j'ai vu les photos, j'ai vu les résultats. C'est intéressant. Mais je sais pas si c'est fait pour moi.
Pourquoi moi je dirais ça? Parce que je me fais pas confiance à moi-même. Je ne sais pas si je peux me lever le matin à 6 heures aller courir 1 heure de temps, tous les jours. Je me dis, je suis pas capable de le faire. Parce que peut-être toute ma vie, j'ai porté un poids. Et c'est devenu la norme pour moi. C'est comme par exemple celui qui fume ou de l'alcoolique. Je suis alcoolique depuis plus de 30 ans. Ça devient mon identité en fait. On lâche prise, on se dit bon, on cherche même plus de solution parce qu'on se dit carrément je suis alcoolique. Attention. Donc, je dis non au produit parce que au fond de moi, je me dis je suis pas capable de le faire. Je manque de confiance en moi-même. Il y a un complexe d'infériorité. Et rien que pour ça, je vais dire non. Mais vous, le vendeur, comment vous savez que c'est ça? Hein? En posant la question. Donc, la troisième raison de l'incertitude sur le prospect, c'est parfois des doutes sur eux-mêmes. Donc, c'est très important de le savoir. Vous vendez un programme de formation qui permet aux prospects d'aller lever les fonds, de démarrer un business. Et le prospect pense que c'est déjà trop complexe pour eux parce qu'il se dit, je ne pense pas que je pourrais réussir. Donc, ils ont des doutes. Le problème ne se situe pas au niveau de vous. Le problème ne se situe pas au niveau de votre produit ou service. Mais le problème se situe au niveau d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce que je dis, c'est le complexe d'infériorité. Donc, si vous n'êtes pas conscient de ces 3 raisons d'une incertitude sur un prospect, vous allez perdre l'argument. Vous allez totalement aller sur autre chose. Et vous allez perdre l'argument. Et perdre l'argument, c'est perdre la vente et c'est pas ce que nous voulons. D'accord? Maintenant, parfois, ça peut être aussi des écrans de fumée. Ça, c'est rare, hein, c'est très rare. C'est pour ça que je ne le mets pas. Quand on dit écran de fumée, le prospect vous donne une fausse objection ou des excuses pour éviter de révéler son vrai blocage. Donc, ça peut être la peur, les doutes, le manque de confiance, la mauvaise expérience passée, par exemple. Donc, on a parfois aussi des écrans de fumée. Donc, RAM est possible, donc c'est des écrans de fumée. Donc, ils vous donnent des excuses pour cacher la vraie raison qui peut être la peur, doute, manque de confiance. Et mauvaise expérience passée. Donc, c'est principalement parce qu'ils, soit ils ne sont pas sûrs de vous, soit ils ne sont pas sûrs que votre produit ou service leur permettra d'aller réussir leurs objectifs, ou c'est leur propre doute, donc complexe d'infériorité, ou ça peut être aussi qu'ils vous balancent des écrans de fumée. Maintenant, on va voir comment traiter réellement l'objection. Que faire face à cette objection? Et nous avons 3 étapes. Maintenant que vous connaissez les raisons de l'incertitude du prospect, que faire face à cette objection? Lorsqu'un prospect vous dit, je ne suis pas sûr que ça fonctionnera pour moi, c'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué, et que vous savez déjà ce que ça signifie. Pourquoi il a cette incertitude? Que faire? Première étape, vous allez d'abord clarifier ce que cela signifie. 1. Clarification. Vous comprenez un peu les raisons derrière l'incertitude, mais à 100%, si le prospect s'appelait par exemple Marc,
Ce que cela signifie réellement pour Marc, précisément pour Marc, vous ne savez pas. Quand Marc vous dit, écoutez madame, je sais pas ce que ce soit fait pour moi, je comprends tout de suite, moi, dans mon esprit, que, ok, il y a un problème d'incertitude. Dans ma tête, je me dis, bon, ok, je recherche trois choses. Soit c'est sur moi, qui n'est pas convaincu, soit c'est sur le produit, soit c'est le problème est chez le prospect. Là, maintenant, je vais aller comprendre, chez Marc, ce que cela signifie. Et là, c'est une question très simple, hein. C'est très simple, c'est de dire, si pour Thomas, Anaïs, Carla, ou je ne sais pas, Philippe, ça signifie une chose, peut-être que pour Grâce, dans son esprit, ça signifie autre chose. Donc, vous ne supposez pas, si vous supposez, vous perdez la vente. Vous irez poser maintenant les bonnes questions pour aller chercher la raison du doute du prospect. Et c'est très simple pour le faire. D'accord? Vous, closer, pour clarifier la situation, c'est une question très simple, c'est ah bon, de quelle manière? C'est tout, c'est très simple. Lorsque le prospect vous dit, je ne suis pas sûr que ce soit fait pour moi, avec une tonalité de curiosité et d'inquiétude, si vous voulez, ah bon, de quelle manière? Vous avez le prospect qui vous dira, eh bien, je pense que cela ne fonctionnera pas pour moi parce que, là, il va commencer à vous donner des explications. Pourquoi il pense que ça ne fonctionnera pas pour lui? Deuxième étape. Vous devez construire en eux. Là, c'est très important. Vous devez aller construire en eux l'identité du prospect qui devient un acheteur. Comment en une phrase? Aller construire en un prospect, créer dans l'état d'esprit d'un prospect qui vous met un blocage, l'identité d'un prospect qui devient un acheteur. Emmenez carrément le prospect à avoir une identité d'acheteur. C'est pas si simple. C'est là où, pour bien vendre, vous allez penser que c'est banal, il faut lire beaucoup. Il faut beaucoup travailler sur la psychologie de la vente. Et qui a déjà entendu parler de Sigmund Freud? Ah, d'accord, sur les bancs. Et c'est qui Sigmund Freud? C'est le père de la psychanalyse. Merci, c'est le père de la psychanalyse. Oui, il a créé le syllogisme. Donc, il était médecin neurologue et il est père de la psychanalyse. Donc, pour maîtriser la technique qui va vous aider à emmener un prospect à adopter l'identité d'un acheteur, ça part d'une citation très simple de Sigmund Freud. Très simple de Sigmund Freud qui dit, lorsque vous vous demandez mais comment M. Lavani arrive à faire une vente à $6,000, déjà, vendre à $6,000, ça se fait pas au téléphone. Impossible. Il faut pouvoir lire le langage corporel du prospect. Pour avancer dans un closing à $6,000, il faut pouvoir voir le prospect en face et pouvoir lire son langage corporel lorsque vous êtes en train d'appliquer vos armes. Donc, un deal à $6,000, jamais au téléphone. Déjà, c'est en visio. Et il faut maîtriser qui vous avez en face de vous comme prospect. Donc, la citation de Sigmund Freud, ça dit quoi? Les gens font ce qu'ils croient être bien, même si cela leur fait du mal. Je suis là, je m'amuse avec ma santé. Si jamais je vais chez le médecin là maintenant tout à l'heure, je quitte ici, je vais voir mon docteur. Je dis j'ai des bouffées de chaleur. Et on me fait des analyses, on me dit écoutez madame, vous devez prendre votre santé au sérieux parce que vous avez le diabète. Vous souffrez de la tension, du diabète et avec le surpoids, vous risquez de ne pas vivre longtemps. Vous savez, moi, je suis toujours prête à tout. Enfin, je m'attends toujours à tout. Non, c'est pas vous. Et bon, je regarde mes trois enfants à la maison, je me dis, ok, waouh. Bon, ben, et il faut que je vive longtemps, quoi. Parce qu'ils ont besoin de moi. Je pensais que celui qui m'avait appelé pour me proposer un programme de perte de poids, s'il me montre tout de suite que c'est ce qu'il faut faire, et je suis sûre de la solution, je vais hésiter même si j'ai mal à ma poche.
Donc, les gens font ce qu'ils pensent être. Donc, ils prennent des décisions en fonction de leur identité. Et je vais vous donner l'exemple, par exemple, de ceux qui ont des addictions. Fumeurs, alcooliques, ceux qui prennent des stupéfiants. Ils le font tellement longtemps qu'ils se disent que je suis cette personne. Ça devient carrément leur identité. Et donc, parce qu'ils pensent qu'ils sont saoulards, drogués, fumeurs, ils abandonnent. Tu dis, c'est mon identité. Il y a un élément déclencheur de leur vie qui les pousse à dire, aujourd'hui, je veux arrêter de fumer, je vais arrêter de boire. Ça shift tout de suite l'identité de je suis drogué, fumeur, je ne le suis pas. On est d'accord? Donc, quand on vous dit de créer dans le prospect une identité d'acheteur, c'est de pouvoir amener un prospect qui se dit, mon identité, c'est que je n'achète pas à chaud. Mon identité à moi, c'est que je ne prends pas des décisions financières au bout d'un fil, là, tout de suite. Parce que vous venez de me non. J'ai besoin de temps de réfléchir. Et il se dit, c'est mon identité. Comment vous allez amener le prospect à shifter d'identité et devenir, avoir l'identité d'acheteur? Monsieur Ewa, est-ce que vous avez un prospect dont l'identité est, je n'achète pas à chaud, je prends pas de décision comme ça. Je suis qui vive, j'ai besoin de réflexion. Comment aller construire en lui une identité d'acheteur? Parce que vous n'allez pas le pousser. Ça va pas être pushy. Vous n'allez pas le pousser à prendre une décision rapide et intelligente parce que c'est pas son identité. Vous allez avoir la même objection, j'ai besoin de réfléchir. Donc, comment aller créer en lui une identité d'acheteur? Ok, bon, monsieur Prospect, tout à l'heure, quand nous discutions, vous m'avez dit que voilà, c'est une solution que vous cherchez depuis 3 ans, le financement. Et généralement, si on arrive à ce niveau de discussion avec nos participants, c'est beaucoup plus avec ceux qui ont réellement un besoin urgent. Je comprends que c'est le cas pour vous et pour la plupart d'entre eux, quand la solution leur paraît concrète, ils décident d'en profiter sur le champ. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas concret dans la solution? C'est pour ça que vous vouliez prendre du temps pour passer à l'action? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la meilleure chose à faire, c'est d'en profiter maintenant pour clarifier avec lui si c'est par rapport à la solution? C'est pas mal, c'est très bien. Vous essayez de créer un peu l'urgence en lui et de le ramener un peu sur ce qui est important. C'est ça? C'est pas mal. Mais parfois, on se dit que la solution est grandiose. On se dit que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut faire. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Ce n'est que des questionnements. Tout passe par des questionnements. Et c'est très simple. Si vous êtes par exemple dans du B2B, quand je dis B2B, parfois vous l'êtes, mais vous ne le savez pas. Hein. Vous parlez, vous représentez Norico qui est un business, n'est-ce pas? Et lorsque vous parlez à un entrepreneur qui a déjà son business, vous êtes dans du B2B. Même si vous l'avez lui-même au téléphone, lui représente aussi son business, quoi. Donc, on va prendre 2 cas, B2B, B2C. Comment réagir pour aller créer une identité d'acheteur chez le prospect qui se dit littéralement que son identité, c'est celui qui n'achète pas à chaud. Donc, c'est pas fait pour moi, j'achète pas à chaud. Donc, B2B. Parce que là, ce que vous avez fait, c'est bien, mais c'est vous qui lui apportez des informations, n'est-ce pas? Parfois, ça peut être de l'eau que vous jetez sur le dos du canard. Surtout quand vous avez des gens bouchés, bornés. Et la plupart, ils sont vraiment bornés, bouchés, quoi. Donc, c'est des questions qu'on leur pose qui les emmènent eux-mêmes à faire une introspection et se dire la vérité. Maintenant, quand ça commence à sortir d'eux-mêmes, vous pouvez maintenant aller en appui avec ce que vous avez sorti. Mais avant, il faut amener le prospect lui-même à se rendre compte, à se réaliser de la situation. À prendre conscience plutôt de la situation. C'est une question très simple. Qu'est-ce qui ferait que cela ne fonctionnerait pas pour vous, puisque il n'y a aucun mot hasard ici. Aucun. Puisque cela fonctionne pour les entreprises dans votre secteur à l'heure actuelle. Mais, monsieur le prospect, qu'est-ce qui ferait que cela ne fonctionnerait pas pour vous, puisque cela fonctionne pour les entreprises dans votre secteur à l'heure actuelle?
Je prends le cas du prospect qui a fait l'investissement de 6 000 euros. Alors, monsieur a parlé à peine 5 minutes avec lui au téléphone, enfin en visio. Hein. Ça s'est fait en 5 minutes. Ça, il est dans le corps médical, je pense. Un Belge. Et ce que lui fait, c'est quoi? C'est créer des centres pour recueillir les malades qui ont des problèmes, je pense, neurologiques ou qui ont besoin de rééducation. Et c'est agrandir son business, en fait. C'était simple. Il manque pas d'argent, mais il a besoin de plus d'argent. Et on lui montre sa solution, et il prend la solution, il fait l'investissement. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qui ferait que cela ne fonctionnerait pas pour vous, puisque cela fonctionne pour les entreprises dans votre secteur à l'heure actuelle? Qu'est-ce que je fais là? C'est très simple. Cela fonctionne déjà pour les entreprises dans votre secteur à l'heure actuelle. Je crée de la certitude chez le prospect. Ici. Donc, je veux dire que cela fonctionne déjà pour des personnes dans votre situation. Alors, pourquoi cela ne fonctionnerait pas pour vous? J'utilise la tonalité confuse et inquiète pour leur dire que ça fonctionne déjà pour des personnes dans leur situation et pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour eux. D'accord? Et pour mes entrepreneurs, j'adore cette identité-là. J'aime beaucoup travailler avec les prospects entrepreneurs. Peut-être parce que je me retrouve un peu là-dedans, je ne sais pas. J'ai grandi avec un père entrepreneur, j'ai grandi dans l'entrepreneuriat. Eux, ils aiment plutôt qu'on flatte leur ego. C'est des gens qui ont de l'ego, quoi. Parce qu'il n'a pas accepté vendre son temps contre de l'argent, il n'a pas accepté... Excusez-moi, c'est pas une insulte, hein, mais il n'a pas accepté le minimum, quoi. Même s'il y a de la difficulté, ça prendra le temps que ça prendra, mais il sait qu'il va s'en sortir. Donc, quelqu'un comme ça, il a de l'ego. Hein. On est d'accord? Donc, un prospect qui vous dit, par exemple, je pense pas que c'est fait pour moi. Je pense pas que j'aurai le temps. Vous avez un salarié qui travaille trop, qui travaille entre 40 heures et 50 heures la semaine. Après, le week-end, il doit amener ses enfants pour le match de foot, ou à la piscine, ou au karaté. Je me dis, mais c'est des heures, ça. Moi, j'ai pas le temps pour aller suivre des vidéos. Où est-ce que vous voulez que je trouve ce temps? Beaucoup vont vous sortir cette objection du temps. C'est pas fait pour moi parce que je pense pas que j'ai le temps. C'est très simple. Lorsque vous avez un prospect qui vous sort cette objection, il n'a même pas à paniquer. La première question à lui poser, c'est de combien de temps pensez-vous qu'il vous faudrait? J'en ai entendu au téléphone qui leur dit tout de suite, oh non, vous savez, le business location de voiture, c'est 30 minutes par semaine. Est-ce que... Lorsqu'ils commencent, ils sont aussi occupés que vous. Ils sont occupés comme vous. Il n'y a rien au hasard hein, dans ce que je veux dire. Eh bien, nos participants ne consacrent pas vraiment 2 heures par jour à l'apprentissage. Moi, je préfère dire l'apprentissage que formation. Parce que les gens sont un peu, le mot formation, ça les bloque un peu, d'accord? À l'apprentissage, oui, ou à l'accompagnement, oui, ça passe très bien. Lorsqu'ils commencent, pourquoi? Parce que ils viennent de démarrer, ils n'ont peut-être pas le temps, il ne faut pas 2 heures. Lorsqu'ils commencent, car ils sont occupés comme vous. Ils travaillent 40 à 50 heures par semaine. Aux États-Unis, les Européens, ils sont dans du 35. Mais attention, aux États-Unis, il faut taper du 50 heures. Hein, parce que c'est minimum 2 jobs pour s'en sortir. Il va commencer son taf en fonction du client que vous avez, parce que vous avez des clients aux États-Unis, au Canada et en Europe. L'Européen, il est dans du 35 heures. On est d'accord. Mais l'anglophone, il va démarrer un boulot à 7 heures jusqu'à 4 p.m. 16 heures. Et il a une heure de temps pour aller démarrer un deuxième taf jusqu'à 23 heures. Hein. Et il y a des fous qui ont 3 jobs. Moi, je sais pas comment ils font. Il y en a qui ont jusqu'à 3 boulots, c'est-à-dire, ils sortent de la maison le lundi, ils reviennent le mardi ou mercredi. Moi, j'en ai connu un Africain qui va se chercher. Puisque ceux qui se voient dans la diaspora, donc c'est à ceux-là que vous parlez, en fait.
Donc, c'est des gens qui taffent. Et qui taffent vraiment. Nos participants consacrent peut-être 20 à 30 minutes par jour. Celui qui vous dit qu'il a besoin de 2 heures, vous lui montrez qu'il n'a pas, c'est déjà même trop, quoi. D'accord? Nos participants consacrent peut-être 20 à 30 minutes, 20 à 30 minutes par jour. Maintenant, lorsque vous dites 20 à 30 minutes par jour, c'est vrai, vous avez minimisé le temps de l'apprentissage qu'il lui faut, mais la phrase qui doit suivre, le prospect vous dit par exemple, moi, j'ai besoin de 50 000 $ pour démarrer un business, pour gagner peut-être 5 000 € de plus que ce que je gagnais déjà. Et si je gagne 5 000 € de plus que je gagnais déjà, ça va me permettre peut-être de mettre ma famille dans plus de confort, ça va me permettre peut-être d'être libre financièrement, ça va me permettre peut-être d'aller plus en vacances. Donc, la phrase qui doit suivre doit être son objectif, quoi, son désir latent. Donc, 20 à 30 minutes par jour en allant déposer vos enfants à l'école pour maîtriser tant, qui va vous permettre d'aller atteindre tant. Je sais pas si vous comprenez. Maintenant, si le prospect n'a pas d'enfant, vous n'allez pas lui dire d'écouter 20 à 30 minutes d'informations pendant qu'il va déposer les enfants à un match. Vous allez ramener ça au profil du prospect que vous avez. Donc, 20 à 30 minutes par jour. Bon, moi, je prends maintenant l'exemple d'un prospect qui a des enfants. Voilà. Donc, pendant que vous allez déposer vos enfants, suivre leur match, et écoutez l'information 20 à 30 minutes. Right? Donc, 20 à 30 minutes par jour. Donc, ces 20 à 30 minutes qu'on lui demande de sacrifier, c'est pour un résultat final. Donc, pour maîtriser comment lever les fonds, par exemple, ils aiment bien cette partie de lever les fonds. Pour maîtriser comment lever les fonds afin de démarrer votre projet qui vous permettra de, et là, je répète maintenant, le résultat final. S'il vous plaît, la vente, c'est pas un jeu, quoi. C'est de la stratégie. C'est pas du bavardage. C'est pour ça qu'on dit que c'est dangereux. C'est de la persuasion. On est conscient de ce qu'on fait, on a des objectifs. Donc, quoi qu'il vous ait dit qu'il veut comme résultat final lorsque vous étiez en train de faire ce que l'Américain appelle gather intel, c'est-à-dire la collecte d'informations. Donc, l'étape de la collecte d'informations, vous savez quel est son résultat final. Et c'est ça que vous lui répétez là. Et comme je vous le disais, l'identité que moi j'adore le plus, c'est l'identité d'entrepreneur. Et l'entrepreneur, il faut lui flatter son ego. Il faut l'emmener en haut. Les chefs d'entreprise, les chefs de département, les cadres, c'est un peu pareil. Pas seulement les entrepreneurs, les cadres, vous avez des cadres, vous avez des chefs de département. Eux, ils savent pertinemment que le temps perdu ne se rattrape pas. Leur plus gros problème, c'est le temps. Ils ont besoin de créer des systèmes. Ils ont besoin de mettre en place des systèmes pour gagner du temps, déléguer. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas faire tout seuls, soit déléguer à une ressource humaine, soit des logiciels, des systèmes. Et aujourd'hui, l'entrepreneur va beaucoup plus vers des systèmes. Lorsque je prends celui qui est, par exemple, en train de faire la location de voiture et qu'il est dans des remises de clés, c'est normal que ça affecte son retour sur investissement. C'est normal que ça affecte son chiffre d'affaires. Déjà, les plateformes ne mettent pas en avant ces véhicules-là qui n'ont pas d'automatisation. Et lui, le temps qu'il prend pour remettre les clés, faire des remises de clés, c'est de l'argent. Donc, pour un entrepreneur, il sait que le temps perdu ne se rattrape pas. Et il lui faut un système. Donc, à ceux-là, on vend des systèmes. Donc, des services et des systèmes qui peuvent mettre en œuvre des automatisations de leurs tâches pour qu'ils puissent gagner du temps. Un entrepreneur qui est déjà dans le business ou un cadre, un médecin qui veut faire de la location de voiture, par exemple. Parce qu'un médecin, c'est déjà un auto-entrepreneur. D'accord? C'est un business qui gère en réalité un médecin. Vous êtes donc à la recherche de services ou de systèmes pour mettre en œuvre, ou vous êtes à la recherche d'un business qui ne vous prendra pas trop de temps, ou un système de levée de fonds moins compliqué pour aller atteindre vos objectifs.
Donc, avec ce type d'identité, on parle plus de système. C'est vous qui adaptez votre offre. Je ne sais pas si vous me comprenez ou si pour vous c'est du chinois ce que je dis. Hein? Donc, l'entrepreneur, le cadre, on flatte son ego, on recadre son cerveau. Mais chez le salarié, on crée de la certitude. C'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Super, j'ai des top closers. Pardon? Oui. La semaine dernière, on a eu, particulièrement moi, j'en ai parlé aussi avec certains collègues, l'objection, le cas d'arnaque est devenu trop récurrent. Le cas d'arnaque est devenu trop récurrent et ça fait que on n'arrive pas à boucler les ventes. Maintenant, à part ça, il y a des prospects qui disent que c'est trop pour être vrai, c'est-à-dire tel que j'ai détalé, j'ai présenté l'offre, comment il sera accompagné et tout. Ils se disent franchement que c'est trop pour être vrai. Donc je ne sais pas si la manière dont nous aussi on présente l'offre, ça peut être, c'est comme si, est-ce qu'on se tire des balles dans les pieds, je ne sais pas. Quand le prospect dit c'est trop pour être vrai, c'est comme si, bon, il se dit que ceux-là, ce qu'ils me disent, c'est pas ce que j'aurais droit à tout ça. L'arnaque. Trop pour être vrai. C'est too good to be true. OK? J'ai dit tout à l'heure, 3 choses créent l'incertitude chez le prospect. Vous écoutez pas pour comprendre. Enfin, ce que je veux dire, Oui. c'est que quand on finit de présenter notre offre et le prospect, laissons le cas d'Anna, qui nous parle de c'est trop pour être vrai. Genre tout de suite adopter l'approche que vous avez dit. Est-ce que ça se passe juste pour le cas de je ne suis pas sûr que c'est fait pour moi, ou quand on aura c'est trop beau pour être vrai, on peut aussi adopter cette approche. D'accord. Le prospect qui vous dit c'est trop beau pour être vrai, qu'est-ce que vous lui dites tout de suite? Qu'est-ce qui lui fait dire que c'est trop beau pour être vrai? Il y a une autre approche, c'est-à-dire, ça revient à ce qu'il dit, c'est-à-dire, ou qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est ça, non? Quand on dit vous parle c'est trop beau pour être vrai, c'est-à-dire, c'est pareil. C'est pour aller chercher ce qu'il veut dire par là, right? Quelle autre approche? C'est trop beau pour être vrai. À quel niveau? Est-ce que c'est au niveau de mon produit, l'offre? À quel niveau, monsieur le prospect? Moi, je le recadre tout de suite, je veux savoir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est trop beau. S'il me dit, ben, c'est le produit, c'est votre offre. Ah, ok, mon offre, enfin, ma solution. Ok. C'est pourtant ce que me disait Freddy aujourd'hui qui a des résultats. Et si monsieur Freddy, qui était dans la même situation que vous, a aujourd'hui son résultat, pourquoi cela ne fonctionnerait pas pour vous? Pourquoi est-ce que c'est toujours trop beau pour être vrai pour Freddy? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est trop beau pour être vrai? Est-ce que c'est mon offre? C'est comment le programme va se dérouler? Qu'est-ce qui est trop beau pour être vrai? Parce que moi, je sais que mon offre fonctionne déjà pour des gens. Si ça fonctionne déjà pour Philippe, qui était dans la même situation que vous, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas pour vous? Parce que celui qui dit c'est trop beau pour être vrai, il se dit ça ne fonctionnera pas pour moi. Trop beau pour être vrai, c'est ce que ça veut dire. Ça ne fonctionnera pas pour moi. Ok? Qu'est-ce qui est trop beau pour être vrai, monsieur le prospect? À quel niveau? Tout ce que je vous ai dit là. Quel niveau est trop beau pour être vrai? Et il vous dira ce qui est trop beau pour être vrai. Mais ce trop beau pour être vrai, aujourd'hui, permet à Philippe de faire ceci, cela. Pourquoi cela ne fonctionnerait pas pour vous? C'est toujours l'objection, je ne suis pas sûr que ça fonctionnera pour moi qui est déguisé en c'est Trop beau pour être vrai. Ok, j'ai compris. C'est exactement ça. Maintenant, l'arnaque. Il y a pas deux choses. Mais dites-moi, vous avez déjà été arnaqué une fois? Parce qu'à votre place, si vraiment je me suis fait arnaquer, c'est pas plaisant. C'est pas du tout plaisant. Alors dites-moi, franchement, est-ce que vous avez déjà été arnaqué une fois? Parce que quelqu'un qui vous sort l'arnaque, c'est un très gros mot. Soit il a déjà été arnaqué une fois, soit il a déjà eu une mauvaise expérience. 3 choses.
soit c'est vous, c'est le produit, mauvaise expérience du passé, soit c'est les écrans de fumée, ils vous balancent juste quelque chose pour ne pas vous donner. C'est peut-être juste parce que il voit que c'est trop compliqué. Il se dit, est-ce que moi, je vais y arriver? Aller parler avec des Américains au téléphone, faire des demandes de crédit en ligne, blablabla. Pour lui, c'est déjà too much. C'est trop beau pour être vrai, ça peut vouloir dire, c'est trop compliqué pour moi. Mais il peut pas vous dire, s'il est quelqu'un de très orgueilleux, il peut pas vous dire, mon frère, c'est trop compliqué pour moi. Il te dit, c'est trop beau pour être vrai. Ou c'est de l'arnaque. Vous avez déjà été arnaqué une fois? Parce que si oui, moi, si j'ai déjà été arnaqué, si je suis arnaqué, c'est pas quelque chose de plaisant. Moi, j'ajouterais encore, hein, j'ai discuté avec un participant qui est dans le programme depuis la semaine dernière, qui a vécu une arnaque. Et si c'est votre cas, franchement, c'est pas plaisant. Et si c'était quelqu'un qui était en train de bluffer, il va rentrer en lui-même tout de suite parce que il verra que vous ne prenez pas l'arnaque pour de l'amusement. C'est vraiment pas plaisant, monsieur le prospect, si vous avez vécu une arnaque. Alors dites-moi. Et l'élève va vous dire non, c'est juste que. Maintenant, si c'était réellement qu'il avait déjà connu une mauvaise expérience, allez comprendre ce qui n'a pas marché. Bon, pourquoi ça n'a pas fonctionné avec ceux-là? Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et qu'est-ce qui sera fait chez vous de différent? Il ne dira rien du tout. Attends, lorsque vous demandez au prospect, mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà été arnaqué une fois? Parce que la semaine dernière, je parlais à un de nos participants qui a rejoint le programme et qui a vécu la même situation. Si c'est vraiment le cas, c'est pas plaisant. Il dira quoi? Rien du tout. Vous pensez qu'il dira rien du tout? Vous demandez au prospect s'il a vécu une telle expérience qui est malheureuse et il ne dit rien. Qu'est-ce que vous faites? C'est une fausse barbe. C'est un écran de fumée. Il ne dit rien. Pourquoi? Parce que vous l'avez pris à son propre jeu. Monsieur, dans ce cas, je comprends que vous n'avez pas vécu d'arnaque. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Afi, c'est clair pour vous maintenant? Vraiment clair? Okay. D'autres questions? On va aborder alors les points importants de ma journée. Donc, c'est déjà bon pour l'objection, les Cooper Leads. C'est clair pour tout le monde, surtout les nouveaux agents qui vont recevoir des nouveaux leads à partir de ce matin. Quoi d'autre? La publicité, j'en ai parlé, c'est bon. Donc, ce sera tout pour moi. Je ne vous prendrai pas plus de temps que cela. Ici Grâce Carmel, merci d'avoir suivi la vidéo et si tu veux en savoir plus, clique sur le lien en bas dans la description. À bientôt.